Les Bétons! La plupart des anciens citadins que je rencontre parlent de l'heureuse surprise qui a été la leur quand ils ont constaté la richesse de la vie culturelle de leur territoire rural d'adoption. Cette richesse, Sonia Moumen peut en témoigner, elle qui est rédactrice en chef de Champs Libres Média, un média en ligne qui raconte l'art et la culture loin des villes en région Nouvelle-Aquitaine. Dans cet épisode, Sonia livre les ingrédients qui, selon elle, permettent aux initiatives artistiques et culturelles en milieu rural d'exister, et en particulier combien le soutien associatif et la puissance du bénévolat sont essentiels à leur qualité et à leur longévité. Elle invite les citadins à la recherche d'une zone rurale où s'installer, à s'intéresser au paysage artistique et culturel du territoire qu'ils visent et qui fait son identité, au même titre qu'un paysage géographique ou économique. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Les Bétons et bonne écoute. Bonjour Sonia, merci d'accepter de répondre à mes questions. Sonia, sur le site internet, j'ai fait mes petites recherches de Champs Libres Média, dont vous êtes rédactrice en chef, on va évidemment revenir là-dessus. On peut lire une citation de Bruce Bégou, qui est la suivante: « Le 21e siècle sera rural ou ne sera pas ». Elle me trotte dans la tête cette phrase et j'aimerais que vous me donniez votre version. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant très longtemps, c'est la ville qui a suscité l'intérêt économique, médiatique, intellectuel, qu'on a beaucoup parlé de mégapole, de métropole, et que aujourd'hui, l'histoire est en train de nous rappeler qu'il y a un hinterland aux mégapoles et aux métropoles, et que cet hinterland, parfois, encore, est rural, et que le monde rural a aussi sa carte à jouer dans la carte de la mondialisation et dans l'évolution de nos sociétés. En tous les cas, c'est mon interprétation de la citation du philosophe Bruce Bégou. Très bien, merci pour ça. Champs Libres Média, qu'est-ce que c'est ? Champs Libres Média, c'est un média en ligne, numérique donc, qui est multimédia, c'est-à-dire avec des ressources vidéo, textes et podcasts et photos, qui racontent l'art et la culture loin des villes, c'est-à-dire en milieu rural, en Nouvelle-Aquitaine, qui est la région dans laquelle je travaille et je vis. Okay. Et qui est, j'informe les auditeurs qu'ils ne seraient pas, la plus grande région de France, je crois. Hein. C'est la plus grande région de France, et comme c'est une région extrêmement rurale, tout naturellement, c'est aussi une des plus grandes régions rurales de France et d'Europe. D'accord. D'où est né ce projet ? Est-ce que vous êtes vous-même issu du milieu rural ? Comment ça s'est passé tout ça ? Alors, je suis effectivement issue du milieu rural, mais ça, j'y reviendrai peut-être de manière plus basique. Ouais. Ce projet de média en ligne fait suite et s'inscrit en complémentarité avec un magazine de télévision qui s'appelle aussi Champs Libres, que je réalise pour la télévision du groupe Sud-Ouest, qui est le grand média régional ici en Nouvelle-Aquitaine et dans le Sud-Ouest. Ce média Sud-Ouest a une chaîne de télévision qui s'appelle TV7, et pour cette chaîne de télévision, je réalise depuis 2018 maintenant un magazine de télévision, Art et Culture loin des villes, en Nouvelle-Aquitaine. C'est un 26 minutes qui comprend beaucoup de sujets, tous les champs disciplinaires sont concernés, et au bout de 3 ans, je dirais que je me suis sentie un peu à l'étroit dans ce format 100% télévisuel, qui est plein de richesses, mais qui ne me permettait pas d'embrasser toute la réalité de ce que c'est que la vitalité de l'art et de la culture en milieu rural ici dans notre région. Donc c'est comme ça que l'idée du média en ligne est née, et aussi avec l'idée d'avoir des ressources visibles en permanence, ce qui n'est pas le cas avec un magazine de télévision. Très bien. Alors j'insiste, votre histoire à vous dans tout ça. Alors mon histoire à moi, je ne suis pas originaire de la région Nouvelle-Aquitaine, ça c'est quelque chose je pense d'assez important. J'y vis maintenant depuis une 20aine d'années. Je viens de Haute-Savoie, un petit coin de campagne, donc j'ai grandi à la campagne avec en ligne de mire
le Mont Blanc, un peu éloigné quand même, mais avec une montagne autour de moi. Il se trouve que dans mon petit coin de ruralité, il se passait pas mal de choses sur le plan culturel, et que qu'avec mes parents, on prenait aussi souvent la voiture pour aller en ville, voir notamment des spectacles ou des expositions. Et ensuite, je suis partie me former, évidemment, à la ville. Et à un moment donné dans mon parcours, je crois que j'ai eu envie de raconter, moi, ce qui avait été mon premier réveil, finalement, à l'art et à la culture quand j'étais adolescente. Et ce premier réveil, il s'est fait principalement à la campagne. C'était quoi ce premier réveil au monde culturel, alors? Vous avez un souvenir précis? Alors, j'ai plusieurs souvenirs. Le souvenir qui a été le plus marquant, c'était les pratiques amateurs, et notamment la femme de l'institutrice de mon village qui avait créé un club théâtre et montait des classiques. Alors c'était très désuet, très ringard, mais à l'époque c'était le seul endroit où on pouvait avoir une pratique artistique à la campagne. Et puis il y a eu aussi le club photo de mon collège. J'ai eu des enseignants, notamment au collège, dans une petite ville là encore très rurale, qui nous emmenaient très régulièrement voir des spectacles à la scène nationale d'Annecy. Et j'ai notamment un souvenir très fort d'avoir vu R à Annecy quand j'étais adolescente. Et puis aussi Maggie Marin en matière de danse contemporaine. Donc il y avait cet aller-retour permanent entre la campagne et la ville, et puis le ciné-club itinérant aussi. D'accord. J'étais régulièrement des films dans la salle des fêtes. Ok. Alors, Champ Libre Média, comme Champ Libre, révèle ou met en lumière des initiatives à la fois de professionnels et d'amateurs, c'est bien ça? Alors l'idée quand on a lancé le magazine de télévision, quand on a commencé à réfléchir à ce projet-là, on était en 2017. J'avais fait une première carrière dans le monde des arts et du spectacle. Puis ensuite, j'ai décidé de changer de métier, de devenir journaliste et réalisatrice. Mais je connaissais très très bien le domaine culturel, et avec Richard Cocconi, avec qui on a monté le magazine de télévision, notamment, on avait l'intuition que ce qu'on connaissait en ville, notamment à Bordeaux, à Toulouse, des villes dans lesquelles on a vécu, il y avait aussi une vitalité en milieu rural qui n'était pas montrée, qui était invisibilisée, dirait-on aujourd'hui, en tous les cas invisible, très peu montrée dans les médias, ou alors quand on en parlait dans les médias, c'était plutôt sous l'angle de l'animation locale et pas en termes de qualité esthétique ou artistique. Oui, c'est vrai. Donc nous, on avait l'intuition qu'il se passait des choses à ce niveau-là, simplement qu'elles n'étaient pas visibles, donc pas montrées. Donc c'est comme ça que l'idée du magazine est née. C'était d'abord de montrer des choses riches, actuelles, voire très actuelles, très contemporaines, connectée à l'international, ouverte sur le monde, ouverte sur la société. C'était dire la culture à la campagne, souvent est montrée de manière folklorique, patrimoniale, voire ringarde. Nous, on va essayer de montrer que ce n'est pas que ça, et qu'il y a aussi tout un pan de l'art et de la culture en milieu rural qui est dynamique, ouverte sur le monde, créative, connectée. Donc c'est ça, ça a été le point de départ. Donc je dirais que c'était d'abord les pratiques professionnelles, les pratiques amateurs, avec cette envie de montrer ce qu'il y avait de mieux finalement, quels que soient les porteurs de projets, que ce soit des individus, des collectivités, des associations, des entreprises privées, ça nous apportait peu. L'important, c'était de montrer la dynamique. D'accord. Et on s'était dit qu'on allait, au bout d'un an, avoir fait à peu près le tour de 12 départements néo-aquitains. Donc là, on en est déjà à la 6e année. Et plus on arpente le territoire, et plus on trouve des choses nouvelles. Et ce qu'on a découvert aussi, et peut-être que je pressentais de par le fait d'avoir grandi à la campagne me l'avait fait toucher du doigt, c'était combien les pratiques amateurs et les initiatives associatives étaient capitales pour que la culture et l'art vivent en milieu rural. Et ce qui nous a intéressé là, c'était pas la qualité de ce qui était produit, en règle générale on reste sur de la pratique amateur, mais plutôt l'innovation sociale. D'accord. Donc on peut aussi dans Champ Libre évoquer des projets qui sont plus associatifs,
souvent très fragiles artistiquement, mais qui sont portés par l'engagement des citoyens, qui apportent vraiment une réflexion ou une première approche de ce que peuvent être l'art et la culture. Donc ces initiatives-là, on a toujours aussi plaisir à en parler, simplement plutôt sous l'angle de l'innovation sociale. D'accord. Vous auriez un exemple là justement de pratique ou d'innovation sociale que vous auriez relayé sur vos médias? Oui, alors il se trouve que parfois l'innovation sociale rejoint, on va dire, la qualité artistique, enfin l'exigence artistique. Alors il y en a en Nouvelle-Aquitaine, dans les campagnes, il y a beaucoup de projets qui comme ça, qui ont les deux, qui portent les deux en elles. Alors je pense par exemple à une structure qui s'appelle le Moulin du Marais, dans un village qui s'appelle Lezay dans les Deux-Sèvres, qui est un lieu consacré entièrement aux arts de la parole, principalement du conte, mais dans des formes aussi plus contemporaines, pas uniquement le conte traditionnel, le coin du feu. Au contraire, ils sont plutôt dans des formes réactualisées du conte. Et le Moulin du Marais a une longue histoire issue des foyers ruraux et donc de l'éducation populaire. Et c'est un projet qui balance en permanence entre accueil d'artistes de très haut niveau qui viennent travailler leurs projets dans ce site extraordinaire, mais aussi de compagnies amateurs qui viennent aussi travailler dans ce lieu. Et c'est aussi les interactions entre amateurs et professionnels qui, à un moment donné, vont faire que des choses, un dialogue qui s'instaure, et aussi que les amateurs peuvent, à un moment donné, être tirés vers le haut. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, typiquement, à travers ce lieu, de voir comment, finalement, la même attention est accordée à des équipes artistiques professionnelles qui ensuite vont tourner à l'échelle nationale, et puis à des amateurs locaux dont la seule ambition est finalement de se faire plaisir ou de mettre en scène des textes et de les montrer à leurs proches. Et là, je trouve qu'il y a une forme d'innovation sociale qui est intéressante, par exemple. En termes d'innovation sociale, on a aussi tout ce qui relève de la forte implication des bénévoles et de leur montée aussi en compétences. Et là, il y a évidemment, c'est pas spécifique à la Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment, mais il y a énormément de festivals, notamment, qui sont portés, dynamités, j'ai envie de dire, par la puissance du bénévolat. Je pense à Pougny-Risson, par exemple, le Nombril du Monde, dont le festival qui a lieu tous les 2 ans est réellement incarné par des centaines de bénévoles, ou un festival au village, toujours dans les Deux-Sèvres. Là, je vous donne des exemples qui sont beaucoup dans les Deux-Sèvres, mais qui sont, voilà, sans les bénévoles, ces événements ne pourraient pas exister. D'accord. Alors, vous avez dû en voir des initiatives portées par des amateurs ou des professionnels dans votre région. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Qu'est-ce que vous voyez ressortir? Qu'est-ce qui vous frappe à chaque fois? Ce qui me frappe d'abord, avant les points communs, c'est que les projets, les initiatives qui perdurent sont souvent des histoires singulières. Ouais. Donc, elles n'ont pas forcément des choses en commun, justement. D'accord. Elles se distinguent par leur singularité, et elles sont, pour certaines, totalement uniques. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment des points communs. Souvent, une initiative qui perdure et qui fonctionne, loin des villes, c'est une initiative qui est puissamment incarnée par, ça peut être une figure politique, ça peut être la figure d'un artiste, ça peut être la figure d'un acteur culturel, mais c'est souvent une forte personnalité qui, à un moment donné, va porter les choses, les incarner, les faire vivre. Alors, par exemple, dans les Landes, une initiative qui est aujourd'hui très connue et qui a 40 ans maintenant, c'est celle de Bernard Lubat, ce grand jazzman, dans son village natal à Uzeste, qui a créé Uzeste Musical, donc autour des musiques jazz et des insurrections politiques, qui est un rendez-vous qui existe toujours 40 ans après, avec une jeunesse de l'équipe toujours en place, de l'équipe des débuts toujours en place. Donc, autour de cette forte personnalité qui est Bernard Lubat, se sont rassemblés d'autres artistes qui vont accompagner le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Je pense aussi
Le Nombril du Monde à Pougnérisson dans les Deux-Sèvres, incarné puissamment par le maire Bernard Boileau, qui a co-créé ce festival il y a plus de 30 ans maintenant, avec un artiste qui s'appelle Yannick Jolin. Ouais. Ils ont formé une paire incroyable. À tous les deux, ils ont vraiment réussi à imaginer un projet totalement fou, c'est-à-dire transformer un village de 200 habitants en véritable Nombril du Monde, au sens propre comme au sens figuré, en inventant une histoire assez fantastique qui a été beaucoup, pour le coup, relayée par les réseaux sociaux, puisque le Nombril du Monde, vous le savez peut-être, est aujourd'hui le lieu où sont nés les contes et histoires. Nés d'une météorite qui s'est écrasée au sol à cet endroit-là. Et cette météorite contenait du minerai de contes et de légendes. Et ça fait 30 ans que l'histoire existe, que l'histoire perdure. Le maire de l'époque est malheureusement aujourd'hui décédé, mais le maire qui est en place est tout aussi, Guillaume Mottard est tout aussi impliqué. Voilà. Donc, premier point commun, l'incarnation par une grande figure, souvent une figure d'artiste. D'accord. Ensuite, autre point commun, une figure d'artiste seule. C'est difficile de durer ou de se développer si à un moment donné le politique ne prend pas le relais. Donc il y a ce couple souvent très puissant de l'homme ou de la femme politique qui à un moment donné va dire ce projet-là il est formidable pour mon territoire, donc je vais le soutenir. Donc ça c'est aussi une constante importante. Ensuite j'ai envie de dire la puissance des collectifs et du collectif. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi puissamment, soit à travers des associations et des bénévoles structurés qui vont faire avancer les choses, soit des collectifs d'artistes aussi. Et ça, c'est le propre de beaucoup des nouvelles générations. Et en Nouvelle-Aquitaine, notamment, on a 5 ou 6 festivals de théâtre en milieu rural qui sont portés par des équipes de jeunes comédiens, entre 20 ans pour les plus jeunes et 35 ans pour les équipes un peu plus âgées, qui à un moment donné ont fait le choix de faire souche sur un territoire rural, souvent de là où ils étaient originaires. Ils ont aggloméré des amis plutôt urbains autour de leur projet, et ensemble, alors pour certains le temps d'un été, pour d'autres avec une installation pérenne sur le territoire, ils amènent du théâtre. D'accord. Donc ça, c'est la question du collectif aussi est importante, notamment pour trouver l'énergie de porter des actions quand les budgets sont parfois un peu absents. D'accord. Et puis sur les projets artistiques assez ambitieux, ce que je constate aussi beaucoup, c'est que les porteurs de projets, qu'ils soient artistes ou gestionnaires ou directeurs de projets, sont beaucoup en aller-retour entre la ville et la campagne. Donc, ne posent pas les deux, mais vont aussi se nourrir, entre guillemets, à la ville pour nourrir leurs propres projets sur leur territoire. C'est quelque chose que j'ai souvent rencontré aussi. Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que les artistes en ville viennent se nourrir des initiatives dans les territoires? Alors, je dirais que c'est sans doute moins vrai, mais depuis la crise Covid, depuis la crise sanitaire, clairement il y a un net regain d'intérêt des artistes et des urbains de manière générale pour la campagne, et beaucoup ont compris que la campagne était un lieu de ressourcement dans lequel on pouvait trouver du calme, mais aussi des lieux de travail pas trop coûteux, facilement aménageables, notamment des granges. Donc il y a quand même cette forme d'aller voir ce qui se passe, alors peut-être pas ce qui se passe d'un point de vue de la créativité, mais en tous les cas un regain d'intérêt pour les territoires ruraux. Puis ensuite il y a des lieux, je pense à Pollen, à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne, qui est un lieu de résidence d'artistes. Ça fait 30 ans qu'ils existent, 30 ans qu'ils accueillent tous les ans une dizaine d'artistes qui viennent plutôt des villes. D'ailleurs, il y a 20% d'artistes étrangers aussi qui viennent du Japon, d'Europe, des États-Unis, qui viennent régulièrement. Et ces artistes-là viennent se nourrir du territoire pour concevoir leurs œuvres. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi.
de voir comment la nature, la ruralité, les modes de vie, les histoires singulières et collectives peuvent nourrir des artistes. Ouais. Typiquement, à Pollen, un certain nombre d'artistes se sont vraiment nourris de ce qu'ils ont trouvé sur le territoire pour créer. Je pense notamment à un artiste comme Nicolas Dauban, dans un petit village, la Capelle-Biron. Il a travaillé sur le monument aux morts avec la population, avec le conseil municipal, pour proposer une œuvre singulière en lien avec l'histoire de ce village. Uh-huh. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Ce que je préfère dans mon métier, c'est, je crois, faire des découvertes et être surprise. Quand j'ai commencé le magazine de télévision Champ Libre en 2017, je m'étais interdit d'aller sur des projets qui étaient déjà un peu identifiés par les médias ou à l'échelle régionale voire nationale. Je disais, c'est trop facile. Ben oui. Et je me suis obligée pendant les 4 premières années quand même à aller sur des choses qui allaient me surprendre moi-même et qui allaient surprendre les spectateurs. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé mon point de vue là-dessus et je me suis rendu compte que d'aller voir des événements qui étaient déjà identifiés, exemple que je pourrais vous citer, c'est Bernard Lubat en Gironde avec Uzès Musical. J'y allais en me disant, bon, ça fait 40 ans que ça dure, je vais être surprise. Et là, ça a été la claque, le choc. J'ai découvert une telle vitalité, un tel engagement, une telle jeunesse, que finalement, je pense que c'est toujours important d'aller revisiter ces classiques, en fait. Ouais, je comprends. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets émergents qui devraient aller voir comment les pionniers se sont emparés des choses et les font vivre avec la même énergie 40 ans plus tard, avec le même talent aussi, en ayant su se renouveler. Je pense que voilà, ce que je préfère, je pense, c'est être surprise. Et on peut être surprise par des choses totalement émergentes, mais ce que j'ai appris, c'est qu'on peut être surprise par des choses qui existent depuis très longtemps. Ouais, je comprends. Et puis votre regard à vous a dû changer aussi avec tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire votre perception à vous. Tout ça est né d'une intuition, vous disiez, qu'il se passait des choses en milieu rural, et puis à force d'en voir, peut-être que votre regard a changé aussi. Oui, alors mon regard s'est évidemment affiné au fil des années. Il y a des choses en milieu rural comme en ville qui sont intéressantes, mais qui ne justifient pas qu'une équipe de télévision se déplace. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris. Tout ne se vaut pas. Et aussi, ce qui m'a beaucoup intéressée et que je n'imaginais pas à ce point-là, c'est la présence d'artistes en milieu rural, installés, qui ont fait souche, qu'ils soient français ou étrangers. Ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Et donc, j'ai appris à connaître ces artistes-là, ce maillage parfois souterrain, des auteurs en littérature, des plasticiens qui sont en travail seul, qui eux, ils ont souvent ce que j'expliquais tout à l'heure, des connexions pendulaires avec la ville ou avec l'étranger pour beaucoup. Ça m'a beaucoup intéressée et c'est, je peux dire, une découverte. Je pensais pas qu'il y avait autant d'artistes installés en milieu rural en Nouvelle-Aquitaine. Vous connaissez leur cachette maintenant, c'est ça que vous voulez nous dire. C'est ça. C'est très compliqué de trouver leur cachette. Ouais, je veux bien le croire. C'est une grande région en plus, disait-on. Des auteurs de littérature, de BD, rien à montrer sur site. Oui. Quand on est avec un plasticien, il a généralement son atelier. Bien sûr. Parfois, il nous fait visiter, donc on arrive à l'identifier. Les compagnies de théâtre, généralement, ont des lieux, donc c'est plus facile. Mais les artistes qui travaillent seuls, c'est les designers, des gens comme ça, c'est toujours un peu plus complexe. Mais ça y est, je commence à connaître quelques cachettes. Est-ce qu'il y a, durant toutes ces années, je mets Champ Libre dedans, et puis depuis que Champ Libre Média existe, est-ce qu'il y a, là, comme ça, sans trop y réfléchir, un moment qui vous vient à l'esprit où vous vous seriez dit, waouh, c'est pour ça qu'on fait Champ Libre, c'est pour ça qu'on parcourt la région, c'est pour ça, voilà notre raison d'être. J'ai envie de dire, à chaque fois que je ne me trompe pas sur le choix d'un sujet, et que je me déplace pour
faire un reportage et que j'ai de l'émotion, je me dis que c'est réussi, que j'ai de l'émotion et que je trouve ce que je cherchais, c'est-à-dire l'ouverture au monde, la dynamique individuelle et collective, la qualité artistique, esthétique. Dans ces moments-là, je me dis waouh, c'est réussi. Donc des moments comme ça, il faut que j'en ai beaucoup. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit presque à chaque fois. Ouais. Ils peuvent être très différents. Il y a un moment que j'ai, par exemple, beaucoup aimé l'année dernière en tournage. C'était dans un petit village qui s'appelle Asque, en Gironde, dans lequel il y a une association qui fait de l'éducation à l'image. L'association s'appelle Desk et d'ailleurs. Et une fois par an, le week-end, des encadrants bénévoles de l'audiovisuel et du cinéma organisent 2 jours pour réaliser des courts-métrages. C'est ouvert aux amateurs. Les plus petits ont 6 ou 7 ans, les plus âgés ont 70 ans. Et l'année où je suis allée tourner avec eux, le sujet était, on habite déjà à la campagne, donc le sujet était la ruralité. Et chaque groupe a réalisé un court-métrage de fiction sur le thème de la ruralité. Ça a été un très beau moment de voir comment des professionnels accompagnaient des amateurs sur un thème qui, moi, me touchait particulièrement parce que c'était la question de la ruralité, fait par des ruraux. Et voilà, des moments comme ça sont des moments assez forts aussi, de voir comment l'alchimie d'un groupe qui ne se connaît pas avant le démarrage de ces 2 jours va finalement vivre un grand moment d'émotion partagée et surtout produire des films qui seront diffusés le soir même, avec la mère du village qui était bénévole sur la manifestation, qui pelait les patates et faisait cuire les frites. C'est aussi ça, la vie d'un village, c'est que tout le monde met la main à la pâte. Alors quand on a tous ces éléments-là, la qualité des encadrants, la population fortement mobilisée de toutes les générations, de toutes les classes sociales, la production d'un objet amateur, certes, mais qui raconte quelque chose de la ruralité, je trouve que c'est réussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau sur Champ Libre et Champ Libre Média ? La chose peut-être la chose la plus belle, c'est quand on nous dit qu'on a su toucher du doigt la substantifique moelle du projet que l'on présente. C'est fort ça. Sur les médias. Et je me souviens de Artus, qui est un groupe de rock très alternatif, qui est situé en Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui travaille sur du rock assez puissant, matiné d'instruments traditionnels gascons, c'est-à-dire la vielle, roue, la flûte, le violon. Ils chantent en occitan. Il y a aussi de la batterie, de la basse. C'est un rock vraiment qui décoiffe. Et eux étaient extrêmement méfiants parce que ils avaient eu une très mauvaise expérience avec une télévision nationale pour le coup. Ils les avaient enfermés dans le folklore. Or, ils font un rock pas du tout folklorique, ni folklorisant. Et ils étaient extrêmement méfiants. Et après le premier reportage qu'on a réalisé sur eux, ils m'ont demandé d'en réaliser un deuxième, puis ils m'ont demandé de réaliser un documentaire sur eux aussi, ce que j'ai fait. Donc je dirais que ça c'est une belle aventure aussi, c'est-à-dire que des personnes qui ont peur de se livrer parce que elles ont peur qu'on ne comprenne pas leur univers, qu'on l'interprète mal, et qui finalement vous font totalement confiance. Moi, ce que j'aimerais, que j'appelle de mes vœux, c'est que l'art et la culture gardent une place importante, voire continuent à se développer. On est quand même sur l'art et la culture en milieu rural, souvent sur des choses fragiles. Et qui n'ont de sens que parce qu'elles ne sont pas institutionnalisées. Quand elles s'institutionnalisent trop, elles perdent un peu de leur, je dirais pas de leur intérêt, parce qu'elles gardent toujours un intérêt, mais tout ce qui fait le sel aussi de ces événements, de ces présences artistiques, c'est-à-dire le rapport immédiat à la population, l'infusion sur le territoire, tout ça, faut que ce soit incarné. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs de ce podcast qui sont
des citadins qui se posent la question d'aller vivre en milieu rural, en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec eux? Ce que je peux dire, c'est que, de par mon expérience, c'est que tous les territoires ne se valent pas. Comme sur des grandes villes, toutes les grandes villes n'ont pas la même politique culturelle et n'ont pas la même dynamique culturelle. C'est la même chose à la campagne. On a des territoires extrêmement dynamiques. On en a d'autres qui sont un peu plus atones. On a des territoires monomaniaques d'un champ disciplinaire. Ouais. On en a d'autres qui sont ouverts à plein de champs disciplinaires. Donc, si on s'intéresse un tant soit peu à la culture, j'ai envie de dire, regardez, observez, documentez-vous pour choisir le bon territoire. La semaine dernière, j'étais avec un collectif qui s'appelle Lost in Traditions, qui est installé en Corrèze. Comme nom. Donc c'est un collectif d'artistes qui a un projet extrêmement ambitieux de lieu qui va s'appeler La Base, d'un lieu de création. Aujourd'hui, ce collectif, il doit rassembler entre 20 et 30 artistes. Pour quelqu'un qui pratiquerait la musique notamment, ou le cirque, j'ai envie de dire, allez voir du côté de l'installation de ce collectif qui est du côté de Chamboulive, bien connu en Nouvelle-Aquitaine pour son collectif justement artistique, et sinon c'est un tout petit village, parce que là, quand on a 30 ans, quand on est artiste, musicien, tout d'un coup on a des salles de répétition, d'autres artistes, des studios d'enregistrement, une dynamique de jeunes puissamment identifiés, alors pour le coup à l'échelle internationale pour certains des membres du collectif. Voilà, donc si on est plasticien, peut-être qu'on a moins intérêt à aller du côté de Chamboulive en Corrèze, et mieux aller du côté de Vassivière ou du côté de Mémac, voilà, en Limousin. Je pense que c'est important de se dire, il y a un paysage naturel qui existe, mais il y a aussi un paysage gourmand aussi qui existe. Ouais, bien sûr. Il y a aussi un paysage artistique et culturel, et que si on s'intéresse, aux arts, c'est important d'observer un peu à la loupe ce paysage avant de faire le grand saut. J'ai pas forcément de message à faire passer aux citadins, si ce n'est celui que je viens de vous donner, mais peut-être aux ruraux aussi. Ouais. Je pense, pas partout, mais ils peuvent aussi être fiers de ce qui se passe en matière artistique et culturelle dans certains coins de Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs en France. Mais je connais bien le terrain néo-aquitain pour l'arpenter au quotidien. Je pense qu'ils peuvent être fiers aussi, et que vraiment dans certains territoires, l'identité passe par l'art et la culture, et que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils puissent défendre au quotidien, en fréquentant les lieux, en acceptant la différence aussi, parce que parfois les projets peuvent gêner, gêner ou déranger, ou surprendre. Donc je crois être fier de ce qui se passe sur son territoire et le défendre. Je pense que ça c'est important. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.